Commode est directeur de projet au CEREMA. Il est en particulier un expert avéré en matière d'objets connectés. Il accompagne le CIDEL depuis quelques mois déjà et on compte effectivement poursuivre cette collaboration prochainement. À côté de lui, Franck Ruard. Franck Ruard nous vient de la Loire exprès aujourd'hui. Il va nous parler de ROC 42, qui est un département qui a fait le choix du LoRa, donc une des technologies possibles en matière d'objets connectés. Et il va nous montrer comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, où est-ce que vous en êtes et évidemment les succès, les difficultés que vous avez rencontrées. À côté de moi, René Varin, vice-président à la communauté de communes du Mâconnais-Tournujois, mais aussi et surtout élu au CIDEL à la commission SI-SIG et siégeant par ailleurs à l'ARNIA. René est multicasquette. Il est aujourd'hui là pour nous parler de l'accompagnement, des actions d'accompagnement de la région et de l'ARNIA avec le CIDEL pour avancer sur cette thématique. Ok, écoute, merci. On va donc retrouver, on aura Vincent Chauvet qui nous rejoindra en cours de route, élu CIDEL, qui nous reparlera peut-être aussi du choix de cette thématique par le CIDEL dans le cadre de ce salon. Frédéric Commode du CEREMA, lui, va nous expliquer un petit peu aussi ce qu'il en est, des importances données à la donnée, justement, à la donnée circulante. On va essayer de développer tout ça. Petite présentation du CEREMA tout d'abord, peut-être. Alors, volontiers, mais je vais peut-être laisser quand même la parole à Monsieur Varin en introduction. Qui nous explique un peu la thématique. Allez, voilà, le pourquoi mots. du comment. Allez, c'est mieux, effectivement, avant de rentrer dans le technique, en quelque sorte. C'est bon, là? OK. Je vais surtout vous expliquer pourquoi, déjà, l'Internet des objets, c'est l'interconnexion entre l'Internet, les objets à différents endroits, les lieux, dans le but de connecter de la donnée et d'exploiter cette donnée afin de maîtriser, gérer et avoir des pouvoirs de décision, puisqu'on peut avoir des informations sur le comportement, la gestion des bâtiments et autres. Alors, pourquoi le CIDEL s'est lancé dans cette démarche au niveau du système d'information? Parce qu'il nous semblait tout à fait naturel dans les cadre des activités du CIDEL, de s'orienter vers tout ce qui était l'environnement, la gestion des énergies et l'optimisation des ressources. Voilà, je pense que j'ai expliqué le contexte et le pourquoi de la présence légitime, je dirais, du CIDEL dans cette démarche. Le CIDEL devait être là, évidemment, donc comme élément moteur aussi de toutes ces démarches-là, qui sont des démarches de toute façon inévitables, si on veut rester non seulement dans le coup, mais pouvoir aussi s'adapter à l'évolution d'une société qui ne cesse de bouger. Et maîtriser nos données. C'est important parce que nous sommes propriétaires de nos données, nous, collectivités ou autres, et bien souvent, on ne les exploite pas de façon suffisante. Et c'est une source d'économie et d'aide à la décision pour optimiser nos comportements. Voilà, donc écoutez, on va retrouver maintenant Frédéric Commode, maintenant que le tableau a été dressé sur le choix de cette thématique. Frédéric, petite présentation du CEREMA, vite fait, bien fait, comme on dit. Vite fait, bien fait, je vais essayer. Le CEREMA, c'est un centre d'expertise national qui dépend du ministère de la Transition écologique et qui est issu de la fusion des centres d'études techniques eux-mêmes créés après-guerre pour gérer les ponts, les routes, les autoroutes. Ce métier n'existe plus et le CEREMA s'est créé il y a une dizaine d'années autour d'une thématique centrale qui est la transition écologique au service des collectivités. Donc aujourd'hui, les collectivités sont membres à part entière du conseil d'administration du CEREMA et le CEREMA leur apporte, pour les membres adhérents, une expertise sur des sujets tels que les risques naturels, la question de la transition d'une façon générale, et au sein de sa transition, la question de la transition numérique, qui est une notion essentielle pour l'avenir des collectivités, si elle s'inscrit dans la transition écologique. Rien ne sert de créer une solution numérique extrêmement complexe et coûteuse en énergie si elle ne sert pas l'intérêt final des citoyens. Donc l'enjeu est d'importance, Frédéric, n'ayons pas peur des mots, c'est presque primordial aujourd'hui. Oui, c'est une notion importante. La transition, c'est plus une option. La transition, c'est une obligation. L'adaptation au changement climatique, on le voit là régulièrement avec les événements. On le voit par exemple aujourd'hui avec la chaleur qu'il fait. C'est une notion
ça n'est plus une option, c'est une obligation. Et je crois qu'on accueille Monsieur Chauvet. Voilà, Vincent Chauvet, merci de nous rejoindre. On a commencé quand même parce qu'on est très contraint par le temps, comme on dit. Donc voilà. Mais on va vous passer la parole aussi avant de retrouver Frédéric Commode. Alors évidemment, on a eu René Varin qui a expliqué un petit peu le choix de cette thématique par le CIDEL. Vous allez peut-être pouvoir nous confirmer, cher Vincent Chauvet, pourquoi le CIDEL a voulu s'intéresser à cette thématique donc d'un développement forcément important concernant la connectique. Voilà, donc un petit rappel peut-être du choix de la thématique, et le micro doit être branché, je crois d'ailleurs. Oui, merci, et veuillez m'excuser pour mon retard. On était tout à l'heure dans le Brionnais, et puis ce soir avec l'association des petites villes de France pour parler du territoire, comment on voit le territoire, comment on voit l'innovation dans nos territoires, sous toutes ses formes. Et ça suppose aussi justement d'aller voir ce qui se fait ailleurs et comment les collectivités avancent. Et c'est à l'occasion, je tiens à saluer, je ne sais pas s'ils sont présents, des différents échanges que nous avons avec la FNCCR, donc, qui est l'association de l'ensemble des syndicats d'énergie en France, et des partages d'expériences que nous avons vu que d'autres syndicats d'énergie, d'électricité s'intéressaient, voire avaient déjà avancé sur les objets connectés. Et là, je remercie le CEREMA, et puis en tant que maire d'Autun, nous avons une antenne du CEREMA Centre-Est à Autun, mais on a travaillé avec l'ensemble du CEREMA pour bien faire une étude d'opportunité avec les acteurs du territoire. Et je remercie là aussi des acteurs qu'on n'avait pas forcément attendus, la gendarmerie qui a été extrêmement présente, extrêmement intéressée sur des questions de sécurité, notamment des réseaux, des agriculteurs, des viticulteurs, les collectivités évidemment, et puis les partenaires habituels que sont Orange, Enedis et autres. Mais aussi les syndicats des eaux, les syndicats de gestion des déchets, pour voir effectivement quels étaient les cas d'usage et puis ensuite le modèle économique. Et donc je pense que cette démarche, elle est, à laquelle on arrive là à une forme d'aboutissement, elle est intéressante, elle est pertinente et elle nous amène à considérer qu'il y a une vraie opportunité aussi dans l'esprit du CIDEL, qui est la péréquation entre territoires denses qui de toute façon seront couverts par les technologies qui arrivent et sont peut-être déjà couverts par certains systèmes de réseaux d'objets connectés, et des territoires moins denses ou ruraux qui sont parfois à de multiples titres des zones blanches. Et donc voilà un peu, je pense, pourquoi ce projet est vraiment dans l'ADN des syndicats d'énergie et en particulier dans l'ADN du CIDEL, et pourquoi on a voulu s'y pencher cette année. Merci beaucoup Vincent Chauvet. On va revenir avec Frédéric Commode. Donc on était en train de poser les grands enjeux concernant effectivement toute cette transition indispensable. Et puis c'est pas demain, c'est aujourd'hui finalement. Oui, bien sûr. D'où l'action du CIDEL qui s'est lancé sur cette question de la maîtrise de la donnée, avec en arrière-plan la question de la transition et des économies d'énergie. Voilà, on va commencer par parler de la donnée. Quelques mots rapides pour essayer de la définir. La donnée, tout le monde sait ce que c'est, mais pour la nommer, pour la caractériser, on utilise ces termes, sur la donnée publique en tout cas, celle qui nous intéresse aujourd'hui. C'est une valeur numérique ou numérisée, la plupart du temps issue des capteurs, mais ça peut être aussi issu d'un formulaire. Et c'est la base d'une analyse. L'objectif de cette donnée, c'est qu'elle doit être, la donnée publique en tout cas, elle doit être lisible, compréhensible et réutilisable par tous. C'est ce qu'on appelle l'open data et plus précisément l'interopérabilité. Ce sujet de l'interopérabilité, on y reviendra tout à l'heure, c'est un sujet essentiel. Pourquoi avoir cette donnée lisible, compréhensible et réutilisable par tous? Parce qu'elle permet un pilotage des politiques publiques, des actions publiques par les élus. Avec un certain nombre de données, on arrive à créer des indicateurs et donc il est plus facile de suivre, par exemple, la rénovation du collège. Est-ce qu'elle a généré beaucoup d'économies ou pas? Elle permet également, en impliquant les citoyens, normalement, c'est la diapo suivante, si ça se passe bien, voilà,
Ça permet d'améliorer la transparence de l'action publique, parce que parfois, il est difficile pour les élus de communiquer sur des actions concrètes. Là, au moins, en mettant à disposition de toute la population des ensembles de données, eh bien, la population peut s'en approprier et ça améliore la participation des citoyens. Cette donnée, elle est immatérielle, mais elle circule. D'abord, elle est issue de capteurs. Donc des capteurs, vous les connaissez, vous en avez un certain nombre dans vos poches, hein, vos téléphones portables. Il y en a sur vos compteurs électriques, sur les compteurs d'eau. On en voit quelques-uns ici, dans les salles de classe, sur l'éclairage public. Une fois qu'elle est captée, cette donnée, il faut qu'elle soit transmise. Donc la captation de la donnée, c'est ce qu'on appelle le I de IoT, Internet of Things, l'Internet des choses, des objets. Et cette donnée, elle est transmise avec plusieurs technologies. Vous pouvez utiliser la fibre, donc le département est fibré aujourd'hui, les réseaux cellulaires, bon, plus la 2G parce qu'elle va être supprimée, mais les autres réseaux. Les réseaux longue portée, basse consommation, il y en a un qui s'appelle LoRa, qui est le plus connu, ou des réseaux courte portée, comme le Bluetooth, le Wi-Fi. Une fois que cette donnée circule, il y avait juste une petite précision, c'est que elle doit être stockée dans des data centers et traitée par des solutions qui soient toujours interopérables, au bénéfice des collectivités, ce qu'on appelle de l'hypervision. On y reviendra. Cette donnée, elle porte des enjeux. Le premier de ces enjeux, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité et la souveraineté. L'interopérabilité, on en a parlé tout de suite, c'est cette capacité de la donnée à être réutilisée par tous. Donc concrètement, ça veut dire que nos amis prestataires de services, que ce soit des fournisseurs d'énergie ou des opérateurs sur le système d'eau, ne doivent pas capter cette donnée à leur seul profit. Cette donnée, elle appartient à la communauté, à la collectivité, comme l'a dit M. Varin. C'est une donnée, c'est un bien public, et c'est à la collectivité d'en avoir la maîtrise. C'est-à-dire que la donnée, elle ne doit pas être chiffrée, elle doit être réutilisable dans un format qui est standard. L'Europe travaille dessus, le CEREMA travaille également dessus et transcrit ces standards. Et nous sommes attentifs à ce que cette donnée réutilisable par tous soit effectivement proposée par les prestataires. Ça n'est pas toujours simple, le diable se nichant dans les détails, il faut parfois lire les petites lignes du contrat de façon assez précise. Et pour traiter cette donnée, il faut des solutions informatiques, mais dont le modèle économique soit acceptable, le coût soit acceptable et surtout soit pérenne dans le temps. C'est-à-dire que la collectivité, elle n'est pas à changer de système informatique dès qu'elle change un capteur sur un radiateur. Voilà, enjeu donc effectivement important, hein, donc, et on le disait, il faut évidemment donc que chaque mairie, chaque collectivité soit capable voilà, de gérer ces enjeux-là. Vous intervenez à ce titre-là, vous d'ailleurs. On aura quelques exemples. Vous avez des exemples concrets à nous proposer, je crois, Frédéric. Très bonne transition. C'est la journée de la transition. Oui. On a deux exemples concrets. Celui du territoire d'énergie du Finistère qui a lancé un projet en 2020 assez conséquent pour équiper l'intégralité de son territoire sur des cas d'usage. Alors, heureusement que je m'en souviens parce que c'est vraiment écrit tout petit sur l'écran. Oui, c'est vrai que... Donc ces cas d'usage, ce sont la... C'est grand là, mais bon, sinon, oui, ça oblige à avoir une gymnastique des cervicales un peu douloureuse, autrement, si vous voulez regarder voilà, cet écran. Non, je ne vais pas m'y lancer. D'accord. Je vais essayer de tête. C'est la gestion des déchets, c'est l'éclairage public, c'est la gestion technique des bâtiments, donc l'éclairage, la qualité de l'air, on le voit, la qualité de l'air intérieur, et la gestion du stationnement. C'était un sujet aussi important sur ce territoire. Ça concerne l'intégralité du territoire, sauf la métropole de Brest, qui opère autrement. Et pour ça, ils ont bénéficié d'un financement FEDER. C'est donc un dossier qui était quand même assez important au niveau financement et mise en œuvre de moyens, avec au total 1300 capteurs répartis sur plusieurs cas d'usage, et 24 passerelles LoRa, donc ça c'est le réseau IoT. Avec une solution qu'on appelle un data lake open. Désolé, il y a beaucoup de franglicisme là-dedans. Hein, ouais. Voilà. Alors, c'est data lake, c'est simple, c'est un lac de données en fait. Imaginez un grand lac avec toutes les données qui arrivent. Ça veut dire que toutes ces données sont dans un format standard, réutilisable pour n'importe quel cas d'usage. Concrètement, si on met un capteur
sur un point d'apport volontaire pour vérifier s'il est vidé ou pas, et bien ce capteur envoie une donnée qui peut être utilisée pour d'autres choses. On n'a pas encore en tête tous les cas d'usage, mais c'est ça l'objectif. Et cette donnée doit être libre et réutilisable. Et ensuite, il y a un réseau LoRa qui est aussi un réseau à basse consommation, donc qui préserve l'énergie pour transmettre la donnée. Il n'y a pas besoin de moyens technologiques très élevés, très coûteux, pour diffuser des données qui sont de l'ordre d'un SMS, en fait. Quand il y a un compteur sur la présence ou pas de personnes vers un point d'apport, c'est un SMS. Et tout ça est traité avec une plateforme qui traite les données de l'IoT, plateforme qui est ouverte également. Un autre territoire, c'est l'Isère, avec un exemple plus mesuré en termes d'investissement. On est sur l'ordre de 200 000 €. C'est une expérimentation qui a eu lieu pour réutiliser des poteaux électriques qui existaient et s'en servir pour transmettre de la donnée captée sur 2 cas d'usage, la GTB, donc la gestion technique des bâtiments, sur des bâtiments publics, sur quelques bâtiments publics municipaux, et puis l'éclairage public sur un secteur déterminé. Et donc ils se sont lancés en 2023 avec cette collectivité, et pour l'instant ça fonctionne, et ils envisagent de continuer. Toujours avec ce réseau LoRa, basse consommation, et une solution de plateforme de gestion de la donnée. Voilà, donc on respecte bien tous les enjeux finalement à travers des exemples concrets comme ça. Ça veut dire que ça avance dans beaucoup de territoires. Oui, et alors toujours le roi de la transition, dont un territoire qui est la Loire. Et donc on passe la parole à Franck. Voilà, Franck Ruard, donc on le rappelle, responsable du service ROC 42. Donc il travaille pour le syndicat intercommunal d'énergie de la Loire. Et donc, on va effectivement vous écouter, Franck, avec beaucoup d'attention, sur du vrai concret, quelque chose que vous avez mis en place et qui fonctionne bien. Tout à fait. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci aussi d'elle pour l'invitation. Donc, ROC 42, ça veut dire tout simplement réseau d'objets connectés, donc il n'y a rien de très mystérieux derrière. Et c'est français au moins, c'est bien ça. Et c'est français. Voilà. Et oui, parce qu'après on passe au réseau LoRa, et là c'est moins français, bien que Ah. je vais vous faire un petit historique LoRa. LoRa, c'est un acronyme en anglais, Long Range, ça veut dire grande couverture. Ça veut dire que quand on va mettre une antenne, on va couvrir jusqu'à environ 15 km. Alors, c'est environ, on est incapable de mesurer exactement, mais c'est environ 15 km. Et c'est à très très bas débit, donc ça économise l'énergie. Le réseau LoRa a été créé à Grenoble dans les années 2000 et 2010, et c'est la société Semtech américaine qui a racheté le brevet. Et depuis, effectivement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la LoRa a pris un essor assez fantastique. Et au tout début de la LoRa, il y avait 2 territoires qui étaient en avance, c'était le ciel, donc la Loire, et le Finistère. Et depuis, ils ont fait des émules et ça commence à sortir de tous les côtés. Donc nous, entre 2016 et 2019, il y a eu des essais qui ont été faits pour savoir si la LoRa était une bonne technologie pour maîtriser ces flux énergétiques. Quand je dis flux, je ne parle pas que du financier, mais je parle aussi du physique. Parce qu'on peut, grâce à la LoRa, détecter des fuites, par exemple pour l'eau, ou des fuites de gaz, ou d'autres choses qui sont pour les points d'apport volontaires. C'est la réduction, surtout, des tournées et l'optimisation de celles-ci. Donc, suite à ces essais qui ont été faits, ça a été plus que positif. Et derrière, il y a eu un marché qui a été passé, et il y a un consortium Serfim-Rekea qui a gagné ce marché et qui nous a permis donc de nous développer. Ça, on ne va pas détailler les marchés, mais voilà, on a commencé à se développer. Et puis on s'est aperçu aussi qu'il y avait quelque chose de très intéressant, c'est que si on reste en simple acteur public, on n'est pas sûr qu'on fasse adhérer l'ensemble des communes. Il faut aussi qu'il y ait une partie privée. La partie privée, on a créé un SPIC, un service public, industriel et commercial, qui permet à une société privée de venir utiliser le réseau public. Ça permet de commercialiser via cette entreprise le réseau que nous avons mis en place. Donc là, vous avez une couverture de la Loire. Aujourd'hui, on a 330 passerelles ou antennes.
On a 7000, aujourd'hui même, on a 7500. Quand j'avais fait le slide, il y en avait 1000 de moins, mais on a eu la bonne surprise d'en voir arriver certains. Il y a des horloges connectées. On a 1500 horloges connectées, ça c'est pour l'éclairage public. Donc l'horloge connectée, l'avantage c'est qu'on peut lui envoyer des messages en disant on va vous mettre un calendrier, on va mettre à cette horloge du village X un calendrier et l'horloge va allumer ou éteindre l'éclairage comme on le voudra. Ce qui va aussi rationaliser les interventions humaines. Ça c'est important. On a aujourd'hui 1500 aussi compteurs d'eau, mais on vient d'avoir donc la Rouennaise de l'eau qui c'est pas très loin non plus. La Rouennaise de l'eau et c'est 80 000 compteurs qui vont arriver. Il y a des syndicats d'eau qui commencent aussi à se manifester. L'eau, c'est la base en fait. C'est la base d'équilibre du projet. Ça, c'est très important. Voilà les grands usages. On a des points d'apport volontaires également. Qui sont en test dans une EPCI, dans une communauté de communes. Ça fonctionne. Ce qui est à noter aussi, quand on déploie un réseau LoRa, nous, on a déployé sur toute la Loire, mais il peut y avoir d'autres stratégies en déployant que sur un endroit spécifique. Ça, c'est une politique qui est menée sur un endroit spécifique où il y a une demande particulière, et puis après, on agrandit le réseau petit à petit. Donc, vous avez trop tard, mais c'est pas grave. C'est pas grave, non, c'est pas grave. Les points verts, c'était les passerelles. Là, vous avez l'exemple d'un fonctionnement ou d'une installation, plus exactement, LoRa. Donc, vous avez à votre gauche donc, le TGBT. Alors, il paraît gros, mais il ne faut pas s'affoler. Il est moins gros. Là, en fait, on avait juste mis un départ à l'intérieur permettant d'alimenter la passerelle qui est en photo centrale. Cette passerelle, c'est là où les dialogues se font, en fait, et qui vont être envoyés par la suite à l'antenne, qui est sur votre droite et qui, justement, envoie l'ensemble des messages. À noter, très spécifique en LoRa, l'antenne ne communique que si elle est réveillée. Elle est réveillée par un capteur. C'est-à-dire que le capteur communique 1% de son temps, en fait, sur une heure, pour faire simple. Hein. Et l'antenne, à ce moment-là, va comprendre qu'il y a un message, donc elle va se mettre en service. C'est pour ça qu'une antenne, en fait, c'est très faible en consommation, c'est 130 kW à l'année. Voilà. Et donc, en coût, c'est 35 € d'électricité par an. Ah ouais, seulement. Oui. C'est assez surprenant, très ouais. D'accord. Oui, parce qu'elle n'est pas tout le temps réveillée, en fait. D'accord. Voilà. Okay. C'est l'avantage de la LoRa. Il y a cet avantage, il y a l'avantage aussi des capteurs qui sont pas très chers, qui sont autonomes, donc qui sont à pile, et qui durent très longtemps. La durée de la pile correspond aussi au nombre de remontées qu'on va vouloir sur l'écran pour suivre tel ou tel indicateur. Mais pour l'eau, sachant qu'on fait généralement 2 remontées, minimum c'est 10 ans la pile. D'accord, donc c'est un peu surprenant des chiffres comme ça, effectivement. Oui. Ouais, d'accord, donc peu gourmand finalement. Peu gourmand en énergie. Et d'une vraie efficacité. Voilà. Et totalement autonome, il se place n'importe où. Alors c'est le moment de faire un premier bilan, bilan très positif alors finalement pour Rock 42. Dans l'ensemble, oui, il y a eu quelques défis quand même qui ont été relevés. Ouais. Parce que est-ce qu'il y a eu des freins aussi peut-être par rapport à la population ou... Mais c'est ça, c'était les défis. Moi j'appelle plus ça un défi. En fait, la LoRa est arrivée au moment où la 5G est arrivée. Donc il y avait dans l'inconscient le mélange des fréquences. La LoRa, c'est une fréquence de 868 MHz qui correspond, bon an, mal an, à l'ancienne fréquence de la télévision analogique la plus haute. Voilà, mais c'est bon an, mal an. Hein. Donc, un mélange avec la 5G, donc un affolement des personnes, parce que la 5G, ça prenait une ampleur assez importante, négativement. Donc, il a fallu éduquer, justement, et acculturer les communes et les interlocuteurs. Donc, ça s'est fait, et ça s'est fait par une méthode simple, c'était par l'éclairage public. Parce qu'on a dit, effectivement, on comprend votre réticence, mais voilà la fréquence, et on vous propose l'éclairage public dans un premier temps. Et en fait, aujourd'hui, on a 1500 horloges. Donc cette démarche a été positive. Demain, c'est l'eau. Et l'eau, ça prend maintenant de plus en plus.
Donc ça, c'était le premier, je dirais, le premier frein le plus difficile. Puis après, donc sous-jacent à celui-là, c'était l'installation des antennes. Puisque la fréquence, elle risque d'être nocive, ce qui n'est pas le cas. Donc, on ne veut pas d'antenne. Et puis maintenant, en fait... Enfin, on la veut chez les autres, chez les voisins, mais pas chez soi. Voilà, ouais, Ouais. On a comme besoin les quand même, oui, autoroutes, c'est ça, oui. Voilà. Donc, et en fait, non, maintenant, les communes les plus réticentes aujourd'hui, encore, commencent à changer de cap. Parce qu'elles voient qu'elles vont être obligées d'y venir. Oui, puis en même temps, il y a des économies, il y a de l'efficacité. Elles veulent de l'éclairage connecté, mais elles ne peuvent pas passer par autre chose. Si, elles peuvent passer par, comme disait Frédéric, par le GSM. Mais le GSM, c'est beaucoup plus cher. Donc ça n'a rien à voir. La communication, là, elle est pas à zéro, mais nous, on a des tarifs à 2 € par an, quoi. Donc c'est très très faible. Donc ça, les principaux défis, c'était ceux-là. Il y en a Ouais, d'autres c'était encore, il y a ceux-là. d'autres freins à lever ou sont les deux principaux, là, finalement? Après, c'était pour le ciel lui-même. Le défi, c'était le retour sur investissement. Donc là, effectivement, quand il s'est lancé, la vue était un peu... brumeuse. Ouais, c'était loin d'être évident. Aujourd'hui, on commence à avoir le bout du tunnel, mais il faut quand même un certain nombre d'années, entre 5 et 10 ans, suivant les cas. Voilà. Si vous arrivez, par exemple, à avoir tout de suite l'ensemble des adhérents qui disent OK, la rentabilité va vite se trouver. Mais nous, c'était plus difficile parce que comme on était les premiers, comme il fallait aller chercher chaque fois, prenez la bonne parole, tout ça. Non, c'était pas évident. Être pionnier ou parfois un peu en avance. Ça s'éclaircit. D'accord. Tout simplement. Prochain volet de développement, c'est quoi? Alors, il y a beaucoup d'expérimentations qui sont en cours aujourd'hui. Il y a les points d'apport volontaires, il y a la station météo avec la prévision de grêle, d'orage de grêle. Donc ça, on va mettre de l'intelligence artificielle au milieu. L'eau, bien sûr, ça, on n'y manque pas. Les parkings, la qualité de l'air, ça continue, parce qu'il y a un décret pour les écoles afin de mettre dans chaque classe des capteurs d'air. Ça, ce sont les plus grands défis. Et puis, en tirant la pelote, il y a d'autres choses qui vont arriver. Il y a la sécurité. Aujourd'hui, j'en parle pas trop, mais il y a la sécurité dans les bâtiments. Il y a la sécurité dans les forêts qui est en train de s'ouvrir. En fait, il faut que les entreprises qui ont envie d'aller là-dedans puissent faire leur recherche et développement aussi. Donc, il n'y avait rien qui existait et on commence à voir apparaître des tests. Par exemple, pour la sécurité dans les forêts, des babets en cire qui, dès qu'il y aura le feu, la cire va fondre et l'objet va communiquer. Donc, on saura immédiatement qu'il y a un départ de feu. D'accord. Voilà les plus grands défis. Et puis surtout que l'ensemble du département puisse aller dans le même sens. Mais ça, c'est en route et ça va se faire petit à petit. Au-delà des divergences politiques ou des divergences... Arrive à avoir il va falloir au-delà, une unité départementale, c'est pas toujours facile. Oui, non, c'est pas facile. Ouais. Okay. Mais là aussi, il y a un changement. Il y a une prise de conscience collective aussi. Une prise de conscience, tout à fait. Ok. Merci. Voilà. Merci Franck Ruard. Voilà, merci beaucoup. Alors messieurs les élus, donc Vincent Chauvet et René Varin, on va évidemment transposer tout ça du côté département de Saône-et-Loire, voir un petit peu effectivement donc comment on peut améliorer justement la qualité de vie à travers ce grand projet, cher René Varin. C'est vrai que il y a des questions qui se posent en Saône-et-Loire maintenant. Ça y est, on va y aller, si j'ai bien compris. Ça y est, on est parti. Alors effectivement, on va lancer une expérimentation et pour lancer une expérimentation, on va s'appuyer sur l'aide de la région. L'aide sera double. Elle s'inscrit dans la logique un effort important au service de l'aménagement durable des territoires et de l'environnement, ce qu'on a appelé la SCORAN, et avec une volonté de limiter les empreintes énergétiques et tout. C'est pour ça que dans la donnée tout à l'heure, il y a des mots qui sont extrêmement importants, c'est que ces capteurs-là sont très peu consommateurs d'énergie. Autant on peut avoir beaucoup de données. Dans le monde, en 2025, il y a, je crois, 150 milliards de données qui sont échangées au niveau des capteurs. Par contre, avec une consommation énergétique, et notre ambition, c'est ça, c'est d'avoir des solutions sur lesquelles on a très peu de consommation. Et c'est pour ça qu'on peut aussi s'appuyer avec la région, et elle nous aidera, parce qu'il y a une volonté d'économie
et de respect de l'environnement avec une consommation moindre de l'énergie. Alors, la région, alors je ne parle pas au titre de la région, mais j'explique ce que la région nous propose. Elle nous propose un animateur ou un technicien dédié au développement des usages numériques, et elle prendra en charge sur une année 80% des coûts réels. Or, sur un plafond de 50 000 €, mais ça laisse une perspective d'un collaborateur dans la bonne cible. Et puis le deuxième volet d'aide de la région, ça va être le volet expérimentation. Donc ça s'inscrit dans le cadre de règlement des territoires intelligents et durables. Alors intelligent, j'aime pas trop le terme, mais je dirais plutôt des territoires connectés et durables, et afin de répondre à l'expression des besoins des collectivités sur la partie usage. Vous avez pu constater que dans cette table ronde, le spectre des possibles était large et que les attentes à ce jour représentent une grande variété. Ce n'était pas exhaustif tout ce qui vous a été proposé. La porte est ouverte à d'autres sujets. La régulation des trafics avec les feux. Je crois qu'il y a des expérimentations qui ont lieu à l'entrée de Châlons, si je ne m'abuse, sur des feux. La voirie, les bâtiments. Et dans ce cas-là, dans le cadre de l'expérimentation, la région propose de nous aider jusqu'à concurrence de 40%. Des investissements nécessaires et de rajouter, et on est effectivement sensible parce que vous avez vu que dans la journée d'aujourd'hui, on avait aussi la transition et les économies. Et si on intègre, et c'est la volonté forte qui nous guide, une partie environnementale, on aura un bonus supplémentaire de la région de 10%. Ça veut dire que la région pourra nous financer jusqu'à concurrence de 300 000 €, 50%, jusqu'à 300 000 €. Voilà un peu les aides. Mais je pense que la région, il y aura d'autres acteurs qui vont jouer avec nous. Je pense que le département va jouer avec nous. Le département a une réflexion sur les usages du numérique. Et je pense que dans les compétences du département, il y a les collèges et qu'il y a des réflexions fortes. Ça a été entrevu tout à l'heure sur le chauffage, sur la gestion bâtimentaire, un item très important dans le coût de l'énergie, la qualité de l'air également. Voilà un petit peu les pistes et je crois qu'on pourra s'appuyer sur tous ces acteurs pour nous aider à monter ce projet. Alors ça, c'est monter le projet dans sa phase expérimentale. Le challenge important, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est le ROI, mais ça sera une deuxième partie. Déjà, quand on aura montré le produit, ce qu'on est capable de faire, les gains que ça peut apporter et que ça s'inscrit dans une démarche d'optimisation de nos ressources, je pense que derrière, on arrivera à trouver des financements et des partenaires pour monter ce produit-là. Voilà. Il va falloir aussi répondre aux défis qui sont présentés avec nos amis de la Loire, à savoir convaincre aussi les habitants, les collectivités, tout ça. Donc il y a un vrai défi aussi, là je suppose. Il y a un travail qui va être fait conjointement avec cette expérimentation qui est lancée, là. Alors il y a un défi important, mais comme ça a été dit tout à l'heure, les antennes, ça fait peur. Mais en réalité, elles n'échangent que quand il y a une information à donner. Ce sont des informations de très courte durée, avec pas beaucoup d'empreintes sur l'environnement. Et ça aussi, il faut expliquer. Ensuite, on s'appuiera sur des réseaux qui peuvent être existants. On ne créera pas spécialement des antennes pour faire des antennes. Et puis, c'est un mix, la connexion sur les réseaux. Il y a le réseau LoRa, il y a aussi la fibre. On a l'avantage d'avoir, grâce au département, un département très fibré. Il n'y a pratiquement plus de zones à câbler. Il y a aussi les réseaux 4G, 5G, sur lesquels on pourra s'appuyer. Donc on a une couverture matérielle et technique qui permettent justement. Donc on ne sera pas forcément dans l'ajout d'antennes en nombre conséquent. Et en expliquant aux gens et à nos citoyens que ça ne fonctionne que très peu de temps, juste le temps d'envoyer la donnée, ça peut aussi rassurer. Voilà. D'accord, en tout cas, donc oui. Frédéric Cadet. Non, j'ajouterais même aussi, on va pouvoir en plus de ça aussi bénéficier des anciennes antennes WiMAX de la région. Il y en a une vingtaine en Saône-et-Loire, donc ça aussi ce sont des supports. Et ce qui conviendra surtout, c'est de travailler avec les territoires. Et surtout dans le cadre des expérimentations, c'est être capable de lancer les expérimentations avec des CIVOM, des CIVU, avec des acteurs de terrain pour, main dans la main, déployer avec eux. Et ça aussi, je pense, ça sensibilisera aussi rapidement les territoires. Et voilà, c'est le CIDEL qui va s'en charger en particulier. Vincent Chauvet, un petit mot de pré-conclusion avant qu'il y ait quelques questions dans la salle, parce qu'on avait dit qu'on laissait un petit temps d'échange. Hein.
Non, je partage ce qu'a dit René Varin, évidemment. Et puis, dans une période où on va aller chercher les économies, l'efficacité, que ce soit les entreprises ou les collectivités, là, on a un bel exemple d'un investissement public de départ, mais qui amène des économies, des optimisations dans la gestion, en termes à la fois environnementaux et financiers, qui vont être indispensable pour les acteurs du territoire. Et notre but, c'est pas d'aller imposer une technologie ou une idée, mais c'est d'accompagner la transformation de territoire, la transformation des entreprises et d'aller chercher localement les sources d'économie ou d'optimisation. Ceux qui gèrent des réseaux d'eau savent que les taux de fuite, c'est aussi de l'argent qui coule, et puis qu'on a une exigence de nos habitants pour que l'éclairage public reste pas allumé la nuit, qu'on surchauffe pas trop, que les écoles aient une qualité de l'air qui soit convenable. Ça répond aussi, dans cette période de renouvellement municipal, à un certain nombre de besoins et de programmes que les élus ou futurs élus voudront mettre en œuvre. Ouais, vous avez raison, il y a une échéance importante l'année prochaine, évidemment, donc avec le renouvellement des maires, en tout cas voilà, des élus communaux. Et puis Frédéric Commode sera toujours à la disposition, bien sûr, du CIDEL, mais également donc, des élus pour apporter son expertise.